sujet de la propriété intellectuelle à l'international. Et en consultant le site justement de l'INPI, j'ai lu un sondage qui disait que 61% des PME envisageraient de se protéger via la propriété intellectuelle si elles comprenaient mieux ces enjeux. Donc, j'espère qu'après ces 30 minutes, nos entreprises, justement, auront tout compris et envisageront, justement de se protéger, via, cette propriété intellectuelle. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions. Vu que là, on n'est pas très nombreux, peut-être qu'on va essayer, si vous avez des questions, vous levez la main et on essaiera de vous donner la parole. Là, en fait, quand on a un plus petit comité, ça permet peut-être, un peu, d'interactivité. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on va essayer, de vous donner la main. Et donc sinon, Adèle, toujours est à la technique et elle pourra, lire, les questions si vous préférez, les poser, via, le fil de discussion. Et puis, on a mis également, les coordonnées, de nos 2 interlocuteurs, donc si vous avez des questions vraiment spécifiques, vous pouvez, après le webinaire, leur poser, directement vos questions et puis, comme à chaque Good Morning, on vous diffusera le, PowerPoint, par mail, juste après. Ben, je vous laisse la parole, Sébastien et Agnès. Merci beaucoup, hein. Merci Julia. Déjà, alors merci de l'invitation, hein, effectivement, pour partager ces quelques instants propriété intellectuelle ensemble et notamment sur le sujet de l'international, hein, qui va nous préoccuper ce matin. Alors déjà, donc bon, quelques mots sur l'INPI, donc Institut national de la propriété industrielle. Donc nous sommes un établissement public, dont je dirais la principale mission, au moins la mission régalienne, est l'analyse, et l'enregistrement des titres de propriété industrielle, hein. Donc on va revoir, on va un petit rappel, là-dessus tout à l'heure. À côté de cette, je dirais de cette principale mission, nous avons également une mission d'accompagnement des entreprises, à la sensibilisation de ce qu'est la propriété, intellectuelle ou industrielle, hein. J'utilise les 2 termes et on verra tout à l'heure, pourquoi. Alors, j'ai la pression ce matin puisque effectivement, il faut que je vous convainque, que, bah, et voilà, c'est important pour une entreprise et il faut, quand on va à l'international, il faut se protéger, il faut au moins se poser les bonnes questions, savoir quels vont être les atouts, éventuellement les inconvénients de ces protections. Alors, dans un premier temps, donc, je vous ferai un petit rappel, hein, rapide sur ce qu'on appelle, la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, enfin les droits de propriété intellectuelle, je dirais de manière générale. Ensuite, je laisserai la main à Agnès, qui abordera, bah, les principaux points qu'il faut avoir en tête, hein, quand on va à l'international et notamment avec un focus sur, les brevets, les marques, les dessins et modèles et avec une présentation, je dirais assez rapide bah, des différents moyens, des différentes, procédures qui sont disponibles pour, optimiser sa protection, à l'international. Et enfin, donc, je conclurai, sur, bah, notre réseau de conseillers régionaux propriété, intellectuelle, hein. On verra que l'INPI, alors, bien que ce soit l'Office français de propriété industrielle, on a également, des personnes au sein de services économiques, régionaux, auprès des ambassades de France à l'étranger. Donc on verra, rapidement leur rôle et dans quelle mesure ils sont là aussi pour répondre à vos questions. Alors la propriété intellectuelle, hein, de manière générale, hein, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toute création, je dirais au sens large, qu'on soit sur de la création, artistique, littéraire, qu'on soit sur de la création technique, qu'on soit sur du design, ces choses-là peuvent se protéger.
et, et vont constituer en fait ce qu'on appelle des actifs, hein, immatériels de l'entreprise. Le deuxième point qu'il faut également garder à l'esprit, c'est que cette protection, elle est territoriale. C'est-à-dire que ben, un brevet français, par exemple, ne va vous protéger que sur le territoire français, comme une marque française ou un dessin et modèle français. Donc, à partir du moment où on va aller à l'international, eh bien, il faudra, en fonction de son marché, identifier les zones géographiques pertinentes et éventuellement, bah, étendre ces titres de propriété français, par exemple, à, à ces autres zones géographiques. Alors, vous m'entendiez tout à l'heure parler de, je dirais, de propriété intellectuelle, propriété industrielle. Alors là, en matière de protection, des créations et des innovations, donc il y a une grande famille de droits, hein, que l'on appelle la propriété intellectuelle. Dans cette famille, on va avoir principalement 2 sous-familles. D'un côté, la propriété littéraire et artistique, que l'on peut résumer par le droit d'auteur, par exemple, et de l'autre côté, la propriété industrielle, notamment ce que l'on évoquait, hein, brevets, marques, dessins et modèles. La principale différence entre, propriété littéraire artistique, droit d'auteur et propriété industrielle, c'est que en matière de propriété industrielle, si on souhaite revendiquer une protection, donc au titre du brevet, de la marque ou du dessins et modèles, on a une obligation de faire un acte de dépôt, hein, et notamment, pour les titres français, de faire un acte de dépôt auprès de l'INPI. Tant qu'on n'a pas déposé de brevet, on ne peut pas revendiquer de protection par le brevet, par exemple. Concernant le droit d'auteur, le droit, alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les textes, le droit va naître de la création. C'est-à-dire que l'on ne fait pas un acte de dépôt auprès d'un organisme pour revendiquer une protection au titre du droit d'auteur. Par contre, pour prouver que l'on est bien à l'origine de cette création, bah, faudra se ménager ce qu'on appelle des preuves de date de création, c'est-à-dire être capable de prouver que l'on est bien à l'origine de telle ou telle création. Et a fortiori, quand on va à l'international, il faudra également que des preuves de date de création puissent être recevables aussi dans les pays qui paraissent pertinents. En marge de la propriété intellectuelle, on va avoir enfin ce qu'on appelle le savoir-faire, hein, de l'entreprise. Tout ce qui va être considéré comme confidentiel, hein, comme secret, ça, c'est des choses aussi qui vont se protéger, mais vont se protéger de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on va sécuriser, les accès, par exemple, à la fois aux locaux physiques, on va sécuriser les accès aux systèmes d'information, on va sensibiliser les collaborateurs à faire la distinction entre, des informations considérées comme confidentielles, d'informations qui sont potentiellement divulgables. Donc il y a aussi tout un travail organisationnel au sein de l'entreprise à mettre en place, notamment pour la préservation du savoir-faire. Alors, hop, alors ça, voilà, j'avais pas toute l'information sur le slide. Hem, Quand on a développé un produit que l'on souhaite commercialiser et en France et à l'étranger, en fait, quand on a une innovation, on va pas forcément avoir un seul titre de propriété qui va protéger l'innovation en elle-même et l'objectif de ce slide, c'est d'illustrer en fait que, bah, c'est une constellation je dirais de titres de protection qui vont, permettre de protéger correctement le produit que l'on va commercialiser. Là, par exemple, donc on est sur un produit Dyson qui, permet notamment la purification, la ventilation et le chauffage. Donc on va potentiellement avoir certaines technologies qui vont pouvoir se protéger et là, en l'occurrence, on se posera la question du brevet. On est, comme la plupart des produits Dyson, hein, on est sur un design qui est assez particulier, qui est original et qui va faire la distinction en
avec les produits concurrents, hein. Et ce design va pouvoir se protéger. Alors, il va pouvoir se protéger en partie par le droit d'auteur, mais il pourra également faire l'objet d'une protection complémentaire via le dessins et modèles. Comme je l'ai évoqué, hein, j'ai parlé du nom de la marque, hein, le nom Dyson va pouvoir, et notamment le nom du produit, peut également faire l'objet d'une protection au titre de la marque. Les logiciels, l'analyse de données, ces genres de choses peut également se protéger et notamment va pouvoir se protéger au titre du droit d'auteur. Donc l'objectif, c'est de se dire: «Voilà, je ne vais pas forcément avoir un seul titre qui va protéger mon produit, mais il faudra que je me pose des questions pour savoir quels sont finalement les titres les plus appropriés à une bonne protection du produit». Alors, voilà, pour revenir, hein, sur le type, je dirais de droit que l'on peut avoir en termes de protection. Donc, je les ai déjà évoqués rapidement tout à l'heure, hein, tout ce qui va être solution technique, hein, problème technique et enfin du moins réponse technique à un problème technique, hein, qui est la définition de l'invention. Donc va potentiellement se protéger par le brevet d'invention. Tout ce qui va être, alors ce qu'on appelle signe de ralliement de la clientèle, hein, signe de reconnaissance en fait, c'est le rôle de la marque. C'est-à-dire que vos produits vont se distinguer, alors bien évidemment par leur, je dirais leur intérêt technologique, ou leur design, mais, vont également pouvoir, se distinguer des produits concurrents grâce, au logo que vous allez utiliser, au nom que vous allez utiliser. Et ça, c'est important aussi enfin le choix de l'identité visuelle est importante également quand on va à l'international parce que la façon je dirais de communiquer vis-à-vis par exemple, d'un public européen et la façon de communiquer vis-à-vis d'un public, asiatique ne va pas être la même. Donc on ne va pas forcément utiliser les mêmes termes, les mêmes marques, hein, tout simplement. Donc c'est pareil, ça c'est aussi un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire que ma marque qui fonctionne peut-être très bien, par exemple en France, ou en Europe, bah, fonctionnera peut-être moins bien dans d'autres pays et ça, c'est dans ma stratégie, c'est également à prendre en compte. Les dessins et modèles, bon, comme je le disais, rapidement également, bah, vont protéger le design du produit. Donc ça, quand on sort un produit, c'est aussi une question qu'il va falloir se poser, de savoir: «Est-ce que ça a un intérêt pour moi de protéger le design ou pas?» On trouvera également des protections possibles par les indications géographiques et les indications géographiques, selon les zones, selon les pays, concernés, auront plus ou moins d'importance. Donc on retrouvera enfin du droit d'auteur et puis, bah, tout ce qui est évidemment, information confidentielle qu'il faut qu'on aussi cadrer en termes je dirais, d'accès et de diffusion. Concernant effectivement la plupart de ces titres, hein, il y a, des critères de recevabilité à respecter et notamment, en matière de brevets de marque, dessins et modèles, bah, de disponibilité ou de nouveauté, hein. Savoir si effectivement mon invention est nouvelle et peut faire l'objet d'un dépôt de brevet ou de dessins et modèles ou si le nom de marque que j'ai choisi est disponible et va pouvoir être utilisé dans tel ou tel, autre pays. Donc voilà un petit rappel rapide sur je dirais la propriété intellectuelle. Je vais maintenant laisser la main à Agnès pour la partie internationale. Alors, merci Sébastien. Donc, je suis désolée, les caprices de la technologie vous empêchent de voir ma tête. Donc, je vous prie de supporter ce petit désagrément pendant quelques minutes. Donc, je ne sais pas si j'ai la main pour passer le slide. Normalement, je viens de te donner la main, Agnès. D'accord, merci. Alors, visiblement, j'ai du mal. Sébastien, est-ce que tu pourrais, parce que je n'ai pas la main. Ouais, alors voilà, tac. Bon, je vais passer les slides à ce moment-là. D'accord, merci. Enfin, voilà, c'est bon.
Alors, ce que je vais voir avec vous, c'est plutôt les aspects pratico-pratiques. Lorsque vous faites le choix de vous lancer à l'international, c'est parce que, bon, déjà en amont, vous avez eu des négociations, vous avez une clientèle potentielle, vous avez des partenaires potentiels ou déjà effectifs. Donc, vous allez avoir un certain nombre de questionnements, comme je disais, déjà par rapport au marché. Alors, quel peut être votre positionnement sur ce marché, la place de vos concurrents, surtout la législation dans les pays, parce qu'il ne sert à rien de s'étendre sur un pays, d'étendre sa protection sur un pays si vous n'êtes pas sûr de pouvoir défendre efficacement vos droits. Vous avez des pays, certains pays comme la Chine par exemple, qui sont très efficaces en matière de lutte anti-contrefaçon parce que, voilà, avec le temps et en tenant compte des reproches qui leur ont été faits, ils ont des magistrats qui sont très compétents et efficaces. Et puis, la chose la plus intéressante, c'est que c'est l'État qui prend en charge les frais des actions en contrefaçon. Donc ça, c'est important de se poser toutes ces questions. Et à partir de là, vous allez faire le choix de la démarche à adopter. Parce que, encore une fois, même si les droits sont à peu près harmonisés dans le monde entier, avec le travail que fait l'Office mondial de la propriété intellectuelle, mais vous avez des particularités par pays qui font que, par exemple, si sur un territoire, vous choisissez la voie internationale, elle ne sera peut-être pas adaptée parce que vous allez rencontrer, notamment au niveau des formalités, quelques difficultés et aussi quelques difficultés à défendre vos droits. Donc, finalement, vous allez vous retrouver avec des titres qui peut-être ne vous serviraient pas vraiment. Le choix des procédures à l'étranger est aussi dicté par, on va dire, la question des coûts. C'est-à-dire qu'on le verra plus loin, vous avez le choix entre la voie nationale, la voie, on va dire, internationale, où vous faites une démarche et vous visez, vous avez la possibilité de viser plusieurs pays, ou alors des voies régionales où vous avez un dépôt, mais qui va être valable sur plusieurs territoires. Est-ce que la slide suivante, s'il te Voilà. plaît? Voilà. Celle-là ou la suivante? La suivante. Merci. Donc là, pour les brevets, par exemple, vous avez, on va dire, le dépôt national, comme le dépôt français que vous pourrez faire, par exemple. Si vous devez viser plusieurs pays parce que vous êtes sur une technologie de rupture ou quelque chose de très important, ce n'est peut-être pas cette voie-là qui sera préconisée. À ce moment-là, il va vous rester la voie régionale, un brevet européen, par exemple, où vous avez les 44 pays de l'espace économique européen, ou alors la voie dite PCT. Alors, le PCT, ce n'est pas un brevet, mais c'est une démarche qui vous permet, par un seul dépôt, de viser à peu près tous les territoires. Je pense qu'actuellement, il n'y a que les îles Fidji qui ne font pas partie du PCT. L'autre avantage de cette procédure, c'est que avec un dépôt antérieur français, que vous avez la possibilité d'étendre dans les 12 mois, à partir de l'extension donc par la procédure PCT, vous avez 18 mois pour vous prononcer. Donc, normalement, c'est 30 mois. Mais quand on cumule les 12 mois de la priorité, plus les 18 mois que vous avez devant vous, ça vous fait 30 mois pour
choisir les pays sur lesquels vous allez effectivement transformer votre protection. Donc, ce temps est nécessaire pour trouver des investisseurs, des partenaires, mieux connaître le marché et éventuellement améliorer votre invention. Ou alors, si vous, malencontreusement, vous tombez sur un titre national, vous avez aussi le temps de négocier des coexistences par le biais des licences croisées. C'est des choses qui se font et qui se font tous les jours et qui permettent voilà, de ne pas tourner le dos à un marché potentiel, à un marché porteur. Donc, cette procédure, on vous a mis quelques coûts. Encore une fois, comme je le disais, il faut toujours prendre en compte le marché et les réalités à la fois législatives et marketing. Par exemple, pour les États-Unis, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont évolué vers le système européen qui, qui a comme principe que le brevet appartient au premier déposant. Avant, c'était le premier inventeur, mais ils sont encore à cheval sur les deux systèmes. Donc, pour certaines technologies, c'est peut-être matière à réflexion de se dire, est-ce que pour les États-Unis, sur cette technologie, je vais directement sur un PCT ou alors je pourrais soit combiner avec une demande nationale, soit une demande nationale uniquement s'il n'y a que les États-Unis qui vous intéressent. Pour les autres pays, c'est à peu près le même système qu'en Europe. Donc, il n'y a pas vraiment trop de différence. Une petite différence dans l'examen au niveau du Japon, parce que ce sont des critères très, très serrés. Mais bon, tant mieux, parce que ça donne plus de valeur encore à un brevet. Alors, pour ce qui concerne les marques, je dirais les marques, on a l'impression que c'est le titre le plus facile, mais c'est peut-être le plus complexe à protéger. Encore une fois, on va être dans cette situation de choisir entre un dépôt national, un dépôt régional ou une demande internationale qui aboutit par une protection sur chacun des pays qui auraient été choisis lors de la procédure. Alors, toujours sur cette question de la priorité que j'ai évoquée tout à l'heure sur les 12 mois sur le brevet, pour les marques, c'est 6 mois. C'est pareil pour les dessins et modèles. Donc, ces 6 mois-là vous permettent aussi voilà, de gagner du temps, de mieux connaître le marché, de peut-être terminer vos négociations et surtout de mieux connaître le pays et de faire les bons choix. Alors, quand je dis bon choix, c'est vrai que la procédure, les demandes internationales de brevets augmentent avec le temps, les statistiques le prouvent, mais vous allez avoir des pays où il est peut-être préférable de faire un dépôt national si vraiment on a beaucoup à faire dans ce pays-là. Encore une fois, les États-Unis, qui ont un système, une dualité de système en matière de marques, où ils ont des marques nationales, mais aussi des marques fédérales. Et pour ces deux types de marques-là, les procédures sont différentes. Vous allez chez un shérif pour la marque fédérale et pour la marque nationale, vous avez un office équivalent à l'INPI qui est le USPTO. Donc, en fonction de votre marché, il va falloir vous décider de l'une ou de l'autre, sur l'une ou l'autre des procédures. En Chine, par exemple, la voie internationale est très utilisée, mais vous risquez de retrouver pour une même marque plusieurs dépôts parce que vous avez la question de la langue qui est importante vu la densité du marché, du territoire. On va vous conseiller de faire 3 ou 4 dépôts différents. La langue, par exemple, du canton où vous allez avoir votre sous-traitant, si vous avez un sur place, le mandarin, parce que c'est la langue qui est la plus utilisée,
et plus éventuellement peut-être en anglais, parce que également c'est très utilisé dans le monde des affaires en Chine, et une autre langue en fonction de votre clientèle, de vos fournisseurs et même du marché de la clientèle. Donc, tout n'est pas toujours facile au niveau de ce choix parce que bon, les procédures, c'est à peu près la même chose partout, c'est-à-dire examen de fond, de forme et puis délivrance ou rejet. Notamment en Chine, la question du choix de la procédure est importante parce que ça va jouer sur la lutte anti-contrefaçon, encore une fois, dans la mesure où c'est l'État qui prend en charge. Et donc, si ils vont avancer des coûts, ils ne vont pas faire les coûts de traduction, ils ne vont pas mettre en place les coûts de traduction. Par exemple, si vous avez fait un dépôt avec un mot français, pour vous adapter aux consommateurs moyens. Donc ça, c'est des coûts qui peuvent monter très vite et des coûts de représentation aussi. Donc là, vous avez quelques montants pour ce qui est des dépôts de marque également. Avec, vous voyez par exemple pour la Chine, vous avez une particularité lorsque vous choisissez un certain nombre de classes et à l'intérieur de classes, un nombre de produits, ce qui n'est pas le cas en France par exemple où c'est un dépôt par classe et vous rajoutez un coût par classe supplémentaire. Voilà. Après, il ne sert à rien de faire une demande internationale si vous n'allez pas sur certains territoires pour vous risquer la déchéance de votre marque. Pour les dessins et modèles, c'est encore un peu plus complexe. C'est toujours la même chose, les 3 systèmes. C'est le système le moins utilisé à l'international parce que les pays qui fournissent le plus de dessins et modèles ont des particularités en matière de procédures et dans ce cas-là, je pense que, par exemple, pour le Japon ou la Chine, encore une fois, il vaut mieux privilégier la voie nationale. Dans certains cas également, les États-Unis, dans la mesure où ces différents pays et quelques pays anglo-saxons ont des titres qui n'ont pas d'équivalent en Europe et qu'on appelle modèles d'utilité, qui sont à la fois une combinaison de dessins et modèles, donc de design, et de technologies, donc des technologies qui sont voilà, facilement copiables et qui ont une durée de vie très limitée. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment intérêt à choisir une procédure internationale ou pour protéger son design sur ces territoires. Le Japon également, ils ont des critères assez particuliers, mais pas un peu, assez particuliers pour les dessins et modèles. Les États-Unis, c'est un peu comme le système européen, mais encore un peu plus, où vous allez avoir le droit d'auteur qui va prédominer dans certaines situations, ou peut-être le brevet par rapport aux dessins et modèles. Donc là, il est très important de bien connaître le marché et également ici, les coûts pour les dépôts de dessins et modèles. Et vous voyez que pour le Japon et la Chine, vous avez un paiement d'annuité qui est prévu, ce qui n'est pas le cas pour les dépôts de dessins et modèles en France ou en Europe de manière générale. Voilà, c'était rapide, j'en ai terminé. J'espère que vous aurez des questions sur ces sujets-là. Merci, merci Agnès. Alors, bon, effectivement, c'est intéressant et c'est rapide. Mais ce qui est important de garder aussi à l'esprit, hein, c'est ce que tu as évoqué, c'est que, bah, en fonction des pays, il y a des spécificités. Et que, bah, des fois, les procédures régionales ou les procédures internationales vont pas forcément être adaptées
ou complètement optimisé pour le besoin de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a la chance au niveau de l'INPI, hein, parce que c'est pas le cas pour tous les offices de propriété industrielle. On a la chance au niveau de l'INPI d'avoir depuis maintenant plusieurs années un réseau à l'international et notamment des correspondants INPI qui sont détachés au sein des services économiques régionaux, dont voilà, vous avez une carte qui peut paraître un peu illisible, mais ça vous permet au moins de voir les principales zones où nous sommes situés. Alors ces conseillers à l'international sont là donc dans un premier temps pour voilà, vous faire le lien entre vous et puis les législations locales, hein. On verra rapidement leur mission. Par contre, ils ne sont pas là pour se substituer à un conseil en propriété industrielle ou à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Je pense que alors, c'est d'autant plus important, à mon sens, quand on va à l'international, de se faire accompagner par un conseil en propriété industrielle ou un avocat, de par justement les spécificités de ces différentes zones géographiques. Alors les principales missions, hein, je dirais de ces conseillers régionaux, bon, ça tourne, hein, autour je dirais de l'institutionnel, hein, et des relations bilatérales entre je dirais les institutions françaises et les institutions locales. Leur rôle, c'est aussi de faire le lien avec les entreprises françaises pour enfin, voilà, démontrer l'attractivité du territoire sur lequel ils sont implantés, mais également aussi de montrer l'attractivité du territoire français pour des entreprises étrangères qui souhaiteraient venir s'implanter chez nous. Un autre point important également sur lequel ils interviennent, c'est la lutte contre la contrefaçon. C'est vrai que nous, au niveau du réseau régional, donc en France, on peut avoir des questions, hein, de temps en temps qui se présentent, notamment en Normandie, hein, puisqu'on a quand même le port du Havre qui est une plaque tournante, hein, en termes de marchandises. Mais disons que ce n'est pas le sujet principal auquel on est confronté. Effectivement, sur l'international, cette question, elle est d'autant plus, je dirais, elle est d'autant plus importante. Donc leur rôle, hein, en termes d'accompagnement des entreprises, hein, c'est autour de trois vocables, hein. Le préventif, le réactif et le prospectif, hein. Le préventif, c'est effectivement la sensibilisation, je dirais, à l'importance de l'API avec les spécificités de la zone géographique couverte. Le réactif, ça peut être également des courriers d'appui dans les procédures à destination des autorités locales, hein, pour une sorte de facilitation, je dirais, si on rencontre des difficultés dans l'enregistrement de ces titres. C'est toujours important d'avoir quelqu'un sur place qui peut, en tant qu'officiel, qui puisse faire le lien. Et puis, l'aspect prospectif, hein, avec l'identification de problématiques récurrentes pour les entreprises françaises et qui paraîtraient effectivement pertinentes par rapport aux politiques de développement économique des autorités locales. Donc voilà très succinctement, si j'ose dire, ce que l'on pouvait vous présenter ce matin en matière de propriété intellectuelle et l'international. Là, vous retrouverez dans la présentation un certain nombre de liens qui vous renvoient donc notamment sur le site de l'INPI où nous avons des fiches pays par pays. Alors, on n'a pas tous les pays pour le moment qui sont couverts, mais les principales zones géographiques là qu'on a pu voir sur la carte le sont. Donc n'hésitez pas à les consulter. N'hésitez pas non plus à consulter, hein, à nous consulter, hein, sur le plan local, bien évidemment, mais également à prendre contact avec les conseillers régionaux. Si vous avez effectivement des questions sur voilà, comment je me protège dans un pays en particulier et par rapport au choix de la procédure, voilà, quels sont les plus et les moins de telle ou telle procédure, c'est-à-dire soit la procédure internationale, soit une procédure locale.
Merci, Merci. merci à tous. Merci. Merci beaucoup. J'avais juste une petite question. Moi, tu en as parlé, mais juste pour bien clarifier les choses, je suis une entreprise, j'ai une question sur le Japon. Je vous contacte vous dans un premier temps et vous allez vous rapprocher de votre conseiller à Tokyo ou alors je vais directement m'adresser au bureau de Tokyo. Alors, alors, je dirais, on est une grosse équipe en Normandie, hein, puisque que nous sommes 2. Et à l'international, c'est bon, ils sont tout seuls sur leur zone géographique. Donc, ce qui peut être effectivement, en termes de fonctionnement, plus pertinent, c'est que le premier contact se fasse à notre niveau. Dans la mesure du possible, peut-être que nous, on va déjà pouvoir apporter des éléments de réponse et puis débroussailler un petit peu le sujet. Et effectivement, après, soit nous, on peut, enfin, si c'est des questions très, je dirais, ponctuelles, voire basiques, on fait le lien avec le conseiller sur place. Si par contre, ça demande un accompagnement plus, je dirais, plus poussé, avec une mise en relation via l'attaché douanier, par exemple, ou via les équipes Business France sur place, là, on peut, enfin, disons que le contact se fera directement en D'accord. bilatéral, quoi. D'accord. Oui, c'est ça que je voulais juste clarifier un peu les choses parce que je pense que vous êtes à proximité et ça peut être intéressant dans un premier temps quand même de vous contacter et d'établir déjà une relation avec le bureau Tout à fait, ouais. normand. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait de questions. Donc, vous avez été tellement clair. Hyper clair. Donc, maintenant, faire partie des 61% d'entreprises qui vont envisager la protection via la propriété intellectuelle. Bon, très bien. Merci beaucoup. À toutes les Merci. entreprises qui sont présentes, Merci. n'hésitez pas à poser vos questions si elles viennent par ailleurs et en fonction de vos besoins à nos deux partenaires de l'INPI. Et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.